Bienvenue dans cette nouvelle lecture de minuit et aujourd'hui je vais te lire un passage du livre de Carlos Castaneda, L'art de rêver. En fait, Carlos Castaneda, c'est un anthropologue d'origine péruvienne qui a été initié au chamanisme pendant des années et des années par Don Juan en Amazonie. Et en fait, dans beaucoup de ses livres, il parle de toutes ses expériences justement chamaniques, de son initiation. Et en fait, dans ce livre-là, plus particulièrement, il va parler des rêves et des rêves lucides. Donc, le livre, je vais le découvrir en même temps que toi parce que je ne l'ai pas lu. J'avais lu des passages en anglais il y a quelques temps et là, en fait, je l'ai repris en français. Pour bien tout comprendre et en fait je vais pas commencer par le premier chapitre parce que c'est un peu ça pose un peu les bases et je crois que ça va pas être très très intéressant, donc en fait je vais commencer direct au deuxième chapitre, on verra bien ce que ça donne et puis si c'est chiant bah je lirai autre chose la semaine prochaine. Ok, donc deuxième chapitre, la première porte de rêver. Ouais, parce que le livre en fait il s'appelle L'art de rêver, les 4 portes de la perception de l'univers. Donc la première porte de rêver. En préambule à sa première leçon dans l'art de rêver, Don Juan parla de la seconde attention comme d'une progression. Elle débute semblable à une idée qui se présente à nous, plus comme une curiosité qu'une véritable possibilité. Elle se transforme en quelque chose que l'on peut seulement ressentir, exactement comme une sensation est ressentie. Et finalement, elle évolue en un état d'être, ou un royaume de pratique, ou une force prééminente qui nous ouvre des mondes bien au-delà de nos plus extravagantes fantaisies. Pour expliquer la sorcellerie, les sorciers disposent de 2 options. L'une est d'user de la métaphore, donc de parler d'un monde aux dimensions magiques. L'autre d'expliquer leur entreprise en termes abstraits, propres à la sorcellerie. J'ai toujours privilégié la seconde, tout en sachant pertinemment que ni l'une ni l'autre ne satisferont jamais la pensée rationnelle d'un occidental. Don Juan me précisa ce qu'il signifiait par sa description métaphorique de la seconde attention telle une progression. Résultant d'un déplacement du point d'assemblage, la seconde attention ne se produit pas naturellement. Par conséquent, il faut en avoir l'intention. Tout d'abord en ayant l'intention comme idée, et en finissant par avoir l'intention qu'elle soit une conscience stable et contrôlée du déplacement du point d'assemblage. Je vais t'enseigner le premier pas vers le pouvoir, dit Don Juan, pour commencer son introduction dans l'art de rêver. Je vais t'enseigner comment mettre en place rêver. Que signifie mettre en place rêver ? Mettre en place rêver signifie avoir une commande précise et pratique de la situation générale d'un rêve. Par exemple, tu es en train de rêver que tu es dans ta classe à l'université. Mettre en œuvre rêver signifie que tu ne laisses pas le rêve glisser vers autre chose. Tu ne sautes pas de cette salle aux montagnes, par exemple. En d'autres termes, tu contrôles la vision de la salle et tu ne la quittes pas jusqu'au moment où tu le désires. Mais est-ce vraiment possible ? Bien entendu, c'est possible. Un tel contrôle ne diffère en rien du contrôle que nous avons sur n'importe quelle situation de notre vie quotidienne. Les sorciers le font par habitude et s'en servent chaque fois qu'ils le désirent ou en ont besoin. Pour que tu puisses t'y accoutumer, il faut commencer par quelque chose de très simple. Cette nuit, dans tes rêves, tu dois voir tes mains. Ah oui, c'est hyper intéressant, parce que je viens de me souvenir qu'effectivement, d'ailleurs oui, effectivement, très récemment, quelqu'un qui m'a parlé ça, qui m'a dit qu'effectivement dans le livre de Carlos Castaneda, L'art de rêver, une des techniques que Don Juan donne à Carlos Castaneda, c'est de regarder ses mains, donc le fameux test de réalité des mains, mais là je crois qu'il s'agit vraiment juste de les regarder. Bon, on va voir la suite, mais oui, du coup maintenant ça me revient, c'est hyper intéressant. Dans mon état de conscience ordinaire, il ne me dit presque rien d'autre à ce sujet. En me souvenant de mes expériences dans la seconde attention, j'ai toutefois découvert que nous avions eu... Alors, petite parenthèse, je crois que la seconde attention, parce que là on arrive quand même un petit peu au cœur du truc et il y a des termes qu'on ne comprend pas forcément, il me semble que la seconde attention, justement, il parle du rêve, c'est une façon d'appeler le rêve, il me semble. On va voir par la suite, je pense qu'ils vont le repréciser. Donc, en me souvenant de mes expériences dans la seconde attention, j'ai toutefois découvert que nous avions eu de bien plus importantes conversations sur le sujet. En l'occurrence, j'exprimais mes sentiments quant à l'absurdité de la tâche.
et Don Juan suggéra qu'au lieu de la rendre grave et morbide, je devrais y faire face en termes d'une quête amusante. Sois aussi sérieux que tu veux quand nous parlons de rêver, ajouta-t-il. Les explications exigent toujours une pensée profonde. Mais alors que tu rêves, sois aussi léger qu'un duvet. Rêver doit être une performance intègre et sérieuse, mais dans une ambiance de rire et avec la confiance de celui qui n'a pas un seul souci au monde. C'est seulement dans ces conditions que nos rêves peuvent être transformés en rêver. Don Juan m'affirma qu'il avait arbitrairement choisi mes mains comme quelque chose à observer dans mes rêves, et que regarder n'importe quoi d'autre était tout aussi valable. Le but de l'exercice ne consistait pas à trouver un objet particulier, mais à déclencher mon attention de rêver. Don Juan décrivit l'attention de rêver comme le contrôle qu'acquiert quelqu'un sur ses rêves, en fixant son point d'assemblage sur n'importe quelle nouvelle position où il a été dépassé pendant le rêve. En termes plus simples, il considérait l'attention de rêver comme ayant sa propre existence, une facette incompréhensible de la conscience en attente du moment où nous la solliciterons, moment où nous lui donnerons un but. C'est une faculté voilée que chacun d'entre nous a en réserve, sans toutefois pouvoir l'utiliser dans la vie de tous les jours. Mes premières tentatives d'observer mes mains dans mes rêves se soldèrent par un fiasco. Après des mois d'efforts sans résultat, je baissai les bras et allai me plaindre auprès de Don Juan de l'absurdité de la tâche. « Il y a 7 portes, dit-il en guise de réponse, et les rêveurs doivent les ouvrir toutes les 7, une à la fois. Tu fais face à la première. Si tu veux rêver, tu dois l'ouvrir. Pourquoi ne pas m'avoir dit cela auparavant? Avant que tu ne te cognes la tête contre la première, te mentionner les portes de rêver n'aurait servi à rien. Maintenant, tu sais que c'est un obstacle et qu'il te faut le surmonter. » Don Juan expliqua que, dans le courant de l'énergie de l'univers, il se trouve des entrées et des sorties, et que dans le cas spécifique de rêver, il y a 7 entrées, vécues telles des obstacles que les sorcières nomment les 7 portes de rêver. La première porte est un deuil que nous devons franchir en prenant conscience d'une sensation particulière avant le stade du sommeil profond, dit-il. Une sensation qui est comme une agréable lourdeur qui nous empêche d'ouvrir nos yeux. Nous atteignons cette porte dès l'instant où nous tombons dans le sommeil, suspendus dans l'obscurité et la pesanteur. Ah, ça c'est le sommeil lent en fait. Comment puis-je devenir conscient de m'endormir? Y a-t-il des étapes à suivre? Non, il n'y a pas d'étape à suivre. On a juste l'intention de devenir conscient de s'endormir. Mais comment peut-on avoir l'intention de devenir conscient de s'endormir? L'intention, ou avoir l'intention, est quelque chose qu'il est très difficile d'aborder par des mots. Moi ou quiconque ferait figure d'idiot s'il tentait de l'expliquer. Souviens-t'en lorsque tu entendras ce que je vais maintenant te dire. Les sorciers ont l'intention de chaque chose qu'ils décident eux-mêmes être le sujet de leur intention, simplement en ayant l'intention. Don Juan, ça ne veut rien dire. Fais vraiment attention. Un jour viendra ton tour d'expliquer. Cette déclaration semble absurde que tu ne la places. Cette déclaration, je vois pas bien en fait ce que j'ai la lumière qui est devant mais pas derrière. Cette déclaration semble absurde parce que tu ne la places pas dans le contexte adéquat. À l'instar de tout homme rationnel, tu penses que comprendre est du ressort exclusif du royaume de notre raison, de notre pensée. Pour les sorciers, et ce parce que ma déclaration est du domaine de l'intention et d'avoir l'intention, comprendre est du ressort du royaume de l'énergie. Les sorciers croient que si quelqu'un dirigeait l'intention de cette déclaration au corps d'énergie, le corps d'énergie la comprendrait en termes entièrement différents de ceux de la pensée. L'astuce est d'atteindre le corps d'énergie. Pour cela, tu as besoin d'énergie. Je sens que c'est le livre qui te fait devenir fou. En quelques termes, le corps d'énergie comprendrait-il cette déclaration, Don Juan? En termes d'une sensation du corps, ce qui est difficile à décrire. Il te faudra en faire l'expérience pour savoir ce que je veux dire. Oui, ça d'un côté, c'est vrai que même tout ce qui concerne les états modifiés de conscience,
C'est super dur de poser des mots sur ce qu'on vit, c'est super dur. Et parfois, deux personnes vont utiliser les mêmes mots alors qu'elles ne parlent pas du tout d'une même expérience. Et parfois, des personnes vont utiliser des mots différents pour parler d'une même expérience, ou en tout cas d'une expérience un peu semblable. Et c'est là où c'est très délicat, parce que pour se comprendre concernant les états modifiés de conscience, les rêves lucides, les sorties de corps, etc., c'est pas facile du tout, du tout, du tout. Je désirais une explication plus précise, mais Don Juan me flanqua une claque dans le dos et me fit entrer dans la seconde attention. À cette époque-là, ce qu'il venait de faire m'était encore absolument mystérieux. J'aurais juré qu'il m'avait hypnotisé en me touchant. Je crus qu'il m'avait en un éclair plongé dans le sommeil, et je rêvais que je marchais en sa compagnie le long d'une large avenue bordée d'arbres dans une ville inconnue. C'était un rêve tellement présent, et j'étais si conscient de tout, que sur le champ je tentais de m'orienter en lisant les panneaux et en observant les gens. Sans le moindre doute, il ne s'agissait pas d'une ville où l'on parlait anglais ou espagnol, mais c'était une ville occidentale. Les gens semblaient être des Européens du Nord, éventuellement des Lituaniens. Mes efforts pour tenter de lire les panneaux de publicité et de circulation m'accaparèrent totalement. Gentiment, Don Juan me poussa du coude. « Ne perds pas ton temps à ça, dit-il. Nous sommes en un lieu non identifiable. Je viens de te prêter mon énergie de façon à ce que tu atteignes ton corps d'énergie. Et avec lui, tu viens d'entrer dans un autre monde. Cela ne va pas durer longtemps, alors fais sage usage de ton temps. Observe tout discrètement. Ne laisse personne te remarquer. » Ça me fait penser à deux scènes, ça me fait penser au Guerrier Pacifique. Pour ceux qui connaissent, c'est un bouquin à la base de Dan Millman, mais il est en film aussi sur YouTube, ça s'appelle Le Guerrier Pacifique, il est en anglais, en français, je crois, il est vraiment super, et ça fait complètement penser à une scène du rêve, du livre, du film, et du livre du coup. Et ça me fait penser aussi à dans Inception, en fait, quand Leonardo DiCaprio, il commence à former la jeune femme, là, je sais plus comment elle s'appelle, où il lui dit de faire un peu profil bas avec les personnages qui passent, et où les personnages ils commencent à tous la regarder super bizarrement et à l'oppresser et à commencer à être presque violent avec elle, quoi. Donc c'est marrant parce que d'un côté avec des comment ça s'appelle, des cultures très différentes, parce que là on parle de chamanisme, dans un autre cas on parle d'un film américain hollywoodien, et dans un autre cas on parle, alors d'ailleurs je sais pas, Dan Millman il est quoi, il est peut-être aussi américain, mais à la base, bon, le bouquin, c'est très spirituel, quoi. Donc on va dire que dans des contextes et des milieux différents, on retrouve vraiment des similarités dans ce qui est retranscrit par rapport aux rêves, la lucidité, etc., quoi. Nous marchâmes en silence. Cette marche le long d'un pâté de maisons eut des effets remarquables sur moi. Plus nous marchions, plus s'amplifiait ma sensation d'anxiété viscérale. Ma pensée était curieuse, mais mon corps en alerte. Je savais clairement que je n'étais pas dans ce monde. Lorsque nous arrivâmes à un carrefour et fîmes halte, je vis que les arbres de l'avenue avaient été soigneusement élagués. Ils étaient petits avec des feuilles incurvées d'apparence dure. Chaque arbre était entouré d'un large espace d'arrosage carré, dans lequel il n'y avait ni herbe, ni ordures, ni ordures si fréquentes autour des arbres d'une ville, seulement une terre poussiéreuse et noire comme du charbon de bois. Dès l'instant où je portai le regard sur le bord du trottoir, avant même de l'enjamber pour traverser la chaussée, je remarquai qu'il n'y avait pas une seule voiture. Désespérément, je tentais d'observer les gens qui grouillaient autour de nous, afin de découvrir quelque chose qui justifierait mon anxiété. Je les dévisageai, ils firent de même. En quelques secondes, des yeux bleus acier et bruns formèrent un cercle autour de moi. Une certitude me frappa durement. Cela n'était en rien un rêve. Nous étions dans une réalité au-delà de ce que je connaissais être réel. Je fis face à Don Juan. J'étais sur le point de réaliser ce qui était différent dans ces gens, mais un étrange vent sec pénétra directement dans mes sinus, frappa mon visage, troubla ma vue, et me fit oublier ce que je voulais dire à Don Juan. L'instant suivant, j'étais de retour à mon point de départ, la maison de Don Juan, allongée sur un matelas de paille, en chien de fusil. Je t'ai prêté mon énergie et tu as atteint ton corps d'énergie, commenta terre à terre Don Juan. J'entendais ces paroles, mais j'étais engourdi.
Une démangeaison inhabituelle au plexus solaire limitait et rendait douloureuse ma respiration. Je savais que j'avais été à deux doigts de découvrir quelque chose de transcendantal concernant rêver et les gens que j'avais vus. Cependant, je ne parvenais pas à fixer ce que je savais. Où étions-nous, Don Juan? Était-ce un rêve, un état hypnotique? Ce n'était pas un rêve, répondit-il, c'était rêver. Je t'ai aidé à atteindre la seconde attention, de façon à ce que tu puisses comprendre avoir l'intention comme un sujet non pour ta raison, mais pour ton corps d'énergie. Pour l'instant, tu ne peux pas encore comprendre la signification de tout cela. C'est bien parce que nous aussi, on a un peu perdu quand même. Non seulement parce que tu n'as pas assez d'énergie, mais aussi parce que tu n'as pas l'intention de quelque chose. Si c'était le cas, ton corps d'énergie saisirait immédiatement que la seule façon d'avoir l'intention réside dans le fait de concentrer ton intention sur ce dont tu veux avoir l'intention. Cette fois-ci, pour atteindre ton corps d'énergie, je l'ai concentré à ta place. Est-ce que rêver a pour but d'avoir l'intention du corps d'énergie? Demandai-je, soudain dominé par un raisonnement étrange. On pourrait certainement l'exprimer ainsi. Dans ce cas particulier, puisque nous parlons de la première porte de rêver, le but de rêver reste d'avoir l'intention que ton corps d'énergie devienne conscient que tu t'endors. Donc là, on parle de lucidité, clairement, si je comprends bien, de plonger lucide dans le sommeil. N'essaie pas de t'efforcer d'être conscient de t'endormir. Laisse ton corps d'énergie le faire. Avoir l'intention et souhaiter sans souhaiter, faire sans faire. Accepte le défi d'avoir l'intention, poursuivit-il. Cherche ta silencieuse détermination, vide de toute pensée, de te convaincre que tu as atteint ton corps d'énergie et que tu es un rêveur. Accomplir cela te placera automatiquement en position d'être conscient que tu t'endors. Comment puis-je me convaincre que je suis un rêveur alors que ce n'est pas le cas? Quand tu entends que tu as à te convaincre, automatiquement tu deviens plus rationnel. Comment peux-tu te convaincre que tu es un rêveur alors que ce n'est pas le cas? Avoir l'intention comprend deux choses. L'art de te convaincre que tu es vraiment un rêveur, bien que tu n'aies jamais rêvé auparavant, et l'acte d'être convaincu. Voulez-vous dire que je dois me dire que je suis un rêveur et faire de mon mieux pour le croire, est-ce cela? Non, en aucun cas. Avoir l'intention est bien plus simple, et en même temps infiniment plus complexe que ça. Cela exige de l'imagination, de la discipline et un but. Dans ton cas, avoir l'intention signifie que tu acquiers une connaissance corporelle indiscutable du fait que tu es un rêveur. Tu sens que tu es un rêveur par toutes les cellules de ton corps. Sur un ton de plaisanterie, Don Juan ajouta qu'il n'avait pas assez d'énergie pour m'accorder un autre prêt qui me permettrait d'avoir l'intention et que ce qu'il me restait à faire était d'atteindre mon corps d'énergie par moi-même. Il m'affirma qu'avoir l'intention de la première porte de rêver fut un des moyens découverts par les sorciers de l'Antiquité pour atteindre la seconde attention et le corps d'énergie. Cela dit, il me chassa pratiquement de chez lui en m'ordonnant de ne pas y remettre les pieds avant d'avoir eu l'intention de la première porte de rêver. Je rentrai chez moi et chaque nuit pendant des mois, je m'endormis en ayant, de toutes mes forces, l'intention de prendre conscience de m'endormir et de voir mes mains dans mes rêves. L'autre partie de cette tâche, me convaincre que j'étais un rêveur et que j'avais atteint mon corps d'énergie, me demeura totalement inaccessible. Puis pendant une sieste, je rêvais que je regardais mes mains. La surprise fut telle qu'elle me réveilla. Ce fut un rêve que je ne pus répéter. Des semaines s'écoulèrent, et j'étais toujours incapable soit de prendre conscience que je m'endormais, soit de découvrir dans mes rêves mes mains. Néanmoins, je commençais à remarquer que dans mes rêves, j'avais une vague sensation que j'aurais dû faire quelque chose, mais je n'arrivais pas à m'en souvenir. Cette sensation devint tellement envahissante qu'elle me maintint éveillé à toutes les heures de la nuit. Lorsque je confie, ah ouais, c'est ça le problème, quand tu cherches à rester lucide quand tu t'endors, ou même pendant la nuit, quand tu es vraiment déterminé ou quoi, ça peut tellement créer des insomnies, ça c'est super relou. Ça m'arrive tellement souvent. Lorsque je confie à Don Juan mes vains efforts pour passer la première porte de rêver, il me donna quelques indications. Demander à un rêveur de trouver une chose déterminée dans ses rêves est un subterfuge, déclara-t-il. La vraie question est de prendre conscience de s'endormir. Et aussi étrange que cela puisse paraître, cela ne survient pas en se donnant l'ordre de prendre conscience que l'on s'endort, mais en maintenant le regard sur n'importe quelle chose vue dans un rêve.
Il précisa que les rêveurs jettent de brefs et volontaires coups d'œil à tout ce qu'il se présente dans un rêve. S'ils concentrent leur attention de rêveur sur quelque chose en particulier, ce n'est que pour en faire un point de départ. À partir de là, les rêveurs vont regarder d'autres éléments dans l'ensemble du rêve, tout en revenant aussi souvent que possible sur le point de départ. Suite à de considérables efforts, j'ai trouvé cette fois-ci sans aucun doute des mains dans mes rêves, mais jamais les miennes. Il s'agissait de mains qui semblaient seulement m'appartenir, des mains qui changeaient de forme, parfois jusqu'à devenir cauchemardesques. Ah, en fait, quand il dit regarder les mains, c'est genre regarder les mains, mais à l'identique de celles qu'on peut voir dans sa réalité ordinaire, quoi. Ah bah putain, on a du boulot, hein. Il précisa que les rêveurs, alors j'ai lu, suite à de considérables efforts, je trouvais, on s'en fout, il s'agissait de mains qui semblaient seulement m'appartenir, des mains qui changeaient de forme, parfois jusqu'à devenir cauchemardesques. Le reste du contenu de mes rêves était agréablement stable, et je pouvais presque maintenir fixe la vision de chaque chose sur laquelle je portais mon attention. Ainsi en fut-il pendant des mois, jusqu'au jour où, comme par elle-même, ma faculté de rêver changea. En dehors de ma sincère et constante détermination de prendre conscience de m'endormir et de trouver mes mains, je n'avais rien fait de spécial. Je rêvais que je revenais dans ma ville natale. Putain, c'est trop drôle, j'ai fait une vidéo quand même aujourd'hui même, non, du coup, il y a 2 jours, sur le fait de regarder ses mains toute la journée, quoi. C'est improbable, c'est une synchronicité de fou. En dehors de ma sincère et constante détermination de prendre conscience de m'endormir et de trouver mes mains, je n'avais rien fait de spécial. Je rêvais que je revenais dans ma ville natale. Non pas que la ville dont je rêvais eût ressemblé en quoi que ce soit à ma ville natale, mais d'une certaine façon, j'avais la conviction qu'il s'agissait de l'endroit où j'étais né. Tout débuta comme un rêve ordinaire, hormis sa vivacité. Puis dans le rêve, la lumière se modifia. Les images devinrent plus nettes. La rue dans laquelle je marchais devint clairement plus réelle qu'à l'instant précédent. Mes pieds commencèrent à me faire souffrir. Je pouvais sentir que les choses étaient absurdement dures. En l'occurrence, en cognant une porte, non seulement je ressentais une douleur au genou, mais j'enrageais de ma maladresse. Dans cette ville, je marchais de façon très, très réelle jusqu'à en être épuisé. Je vis tout ce que j'aurais vu si j'avais été un touriste déambulant dans les rues d'une ville. Et ce rêve ne différait en rien d'une excursion que j'aurais entreprise dans une ville où je mettais les pieds pour la première fois. Je pense que tu as été un peu trop loin, dit Don Juan, après mon récit. Tout ce qu'il fallait faire était de prendre conscience que tu t'endormais. Ce que tu as accompli équivaut à briser un mur pour écraser le moustique qui s'était posé dessus. Don Juan, voulez-vous dire que j'ai manqué mon coup? Non, mais de toute évidence, tu essayais de refaire quelque chose déjà vécu. Lorsque je fis déplacer ton point d'assemblage et que tous deux nous fûmes dans cette mystérieuse ville, tu n'étais pas endormi. Tu rêvais sans être endormi, ce qui signifiait que ton point d'assemblage n'aurait pas atteint cette position dans un rêve normal. Je les forçai à se déplacer. Sans aucun doute, tu peux aller sur cette même position dans le rêve, mais actuellement, je ne te conseille pas de le faire. Est-ce dangereux? Et comment donc? Rêver doit rester une affaire d'extrême sobriété. Pas un seul faux mouvement n'est permis. Rêver est un processus de renouveau de conscience, d'acquisition de contrôle. Notre attention de rêver doit être systématiquement utilisée car elle est l'accès de la seconde attention. Quelle est la différence entre l'attention de rêver et la seconde attention? La seconde attention est-elle un océan? L'attention de rêver est-elle une rivière s'y jetant? La seconde attention est la condition pour prendre conscience de mon nous complet comme notre monde est complet, alors que l'attention de rêver est la condition pour prendre conscience des éléments de nos rêves. Moi j'adore quand les livres, en fait, tu sens qu'il y a un truc super intéressant, que c'est une sagesse de ouf, qu'il y a trop de trucs à t'apprendre, mais par contre quand c'est enrobé de phrases compliquées, quand c'est inaccessible, en fait, ça me fatigue. Parce que ça pourrait tellement être écrit de façon plus simple. Franchement. Je sais pas pourquoi il y a ce truc-là, que ce soit dans toutes les philosophies, de rendre les choses compliquées, quoi, comme s'il fallait que ce soit que pour certains initiés, que la compréhension intellectuelle, elle était... Mais justement, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour court-circuiter notre compréhension intellectuelle, nous rendre fous et nous faire comprendre les choses, comme il disait d'ailleurs à un moment, quelques pages auparavant, là. Nous faire comprendre les choses
autrement qu'avec notre mental. Mais ça, je pense que j'ai encore un peu de mal. Parce que j'aime bien comprendre les choses, j'avoue. Il insista lourdement sur le fait que l'intention de rêver est la clé de chaque mouvement dans le monde des sorciers. Parmi la multitude des éléments de nos rêves, existent, précisa-t-il, de réelles interférences énergétiques, des choses qui ont été placées accessoirement par une force étrange. Des interférences, yes. Être capable de les trouver et de les suivre est de la sorcellerie. L'insistance avec laquelle il fit ces déclarations fut telle qu'il me fallut lui demander de s'expliquer. Avant de répondre, il hésita un moment. Nos rêves sont, si ce n'est qu'une... Putain, j'arrive même plus à lire quoi. Nos rêves sont, si ce n'est une porte, une écoutille vers d'autres mondes, commença-t-il. Bon, ça, ok. En tant que tels, les rêves sont une voie à double circulation. Notre conscience emprunte cette écoutille pour aller dans d'autres mondes, et ces autres mondes l'utilisent pour envoyer leur éclaireur dans nos rêves. Qui sont ces éclaireurs? Des charges d'énergie qui se mêlent aux éléments de nos rêves ordinaires. Ce sont des jets d'énergie étrangères qui surgissent dans nos rêves, et nous les interprétons comme des éléments qui nous sont familiers ou non. Je suis désolé, Don Juan, mais vos explications n'ont pour moi ni queue ni tête. C'est exact, mais c'est parce que tu persistes à penser aux rêves en des termes qui te sont connus, ce qui se produit pendant ton sommeil. Et moi j'insiste pour te fournir une autre vision, une écoutille vers d'autres royaumes de perception. En passant cette écoutille, des courants d'énergie inconnus s'infiltrent. Alors la pensée ou le cerveau, ou n'importe quoi d'autre, prend ces courants d'énergie et les transforme en partie de nos rêves. Il fit une pause manifestement pour donner à mes pensées le temps d'absorber ce qu'il venait de dire. Les sorciers sont conscients de ces courants d'énergie étrangères, reprit-il. Ils le remarquent et s'efforcent de les isoler des éléments normaux de leurs rêves. Pourquoi les isolent-ils, Don Juan? Parce qu'ils viennent d'autres royaumes. Si nous les suivons jusqu'à leur source, ils nous servent de guide dans des zones tellement mystérieuses que les sorciers frémissent à la simple évocation d'une telle possibilité. Comment les sorciers les isolent-ils parmi les éléments normaux de leurs rêves? En utilisant et en contrôlant leur attention de rêver. À un moment donné, notre attention de rêver les découvre parmi les éléments d'un rêve et elle se concentre sur eux. Alors l'intégralité du rêve s'effrite et il ne demeure que l'énergie inconnue. Don Juan refusa d'aller plus loin dans ses explications. Il revint à la discussion concernant mon expérience de rêver et déclara qu'à tout prendre, il fallait considérer mon rêve comme ma première véritable tentative de rêver, et que cela signifiait que j'avais réussi à atteindre la première porte de rêver. Un autre jour, au cours d'une conversation à bâton rompu, il aborda de nouveau le sujet. Il dit « Je vais répéter ce que tu dois faire dans tes rêves afin de franchir la première porte de rêver. En premier lieu, tu dois fixer ton regard sur une chose, peu importe laquelle, que tu choisis pour en faire un point de départ. Puis tu dois glisser ton regard vers d'autres éléments et les observer par de brefs coups d'œil. Concentre ton regard sur le plus d'éléments possible. Souviens-toi que si tu jettes de brefs coups d'œil, les images demeureront stables. Puis reviens vers le point de départ. Que signifie franchir la première porte de rêver? Nous atteignons la première porte de rêver en prenant conscience de nous endormir, ou en ayant comme cela t'est arrivé un phénoménal vrai rêve. Une fois la porte atteinte, nous devons la franchir en devenant capables de soutenir la vue de n'importe quel élément de nos rêves. J'arrive presque à fixer mon regard sur les éléments de mes rêves, mais ils s'évanouissent trop rapidement. C'est précisément ce que je tente de t'expliquer. Pour déjouer les caractères évanescents des rêves, les sorciers ont élaboré l'usage d'un élément comme point de départ. Chaque fois que tu l'isoles et le regardes, tu prends un à-coup d'énergie. Alors au début, n'observe pas trop de choses dans tes rêves. 4 éléments suffisent. Plus tard, tu pourras élargir ce champ jusqu'à couvrir tout ce que tu désires, mais aussitôt que les images bougent et que tu sens que tu perds le contrôle, reviens sur ton élément point de départ et recommence tout à zéro. Don Juan, pensez-vous que j'ai vraiment atteint la première porte de rêver? Tu l'as fait. Et c'est déjà beaucoup. En allant de l'avant, tu vas découvrir combien il est devenu facile de rêver. Je pensais que Don Juan exagérait ou bien qu'il voulait m'encourager, mais il m'assura que j'avais le niveau adéquat. La chose la plus stupéfiante, qui surprend les rêveurs, ajouta-t-il, est qu'en atteignant la première porte, ils atteignent aussi le corps d'énergie. En quoi consiste exactement ce corps d'énergie? C'est la contrepartie du corps physique, une configuration fantomatique faite de pure énergie. Mais le corps physique n'est-il pas fait d'énergie?
Bien sûr, la différence est que le corps d'énergie a seulement une apparence et pas de masse, puisqu'il est pure énergie. Il peut accomplir des actes bien au-delà des possibilités du corps physique. Quoi par exemple Don Juan? Se transporter en un éclair aux confins de l'univers. Rêver est l'art de maîtriser le corps d'énergie, de le rendre flexible et cohérent en l'exerçant graduellement. Par l'acte de rêver, nous condensons le corps d'énergie jusqu'à ce qu'il devienne un ensemble capable de percevoir. Sa perception bien qu'affectée par notre façon normale de percevoir le monde de tous les jours est une perception indépendante. Elle a son propre milieu. Quel est ce milieu, Don Juan? L'énergie. Le corps d'énergie traite avec l'énergie en termes d'énergie. Il existe 3 façons par lesquelles il traite avec l'énergie au cours de l'acte de rêver. Il peut percevoir l'énergie qui s'écoule, ou il peut se servir de l'énergie pour se propulser telle une fusée dans des espaces inattendus, ou il peut percevoir comme nous percevons ordinairement le monde. Que signifie percevoir l'énergie qui s'écoule? Cela signifie voir. Cela signifie que le corps d'énergie voit l'énergie directement, comme une lumière, ou tel un courant vibrant en quelque sorte, ou encore comme une anomalie. Ou bien il la sent directement, comme une secousse, ou une sensation, qui peut même être douloureuse. Et ces autres façons que vous avez mentionnées, Don Juan, le corps d'énergie se servant d'énergie comme propulseur. Ça fait déjà 3. Ah, ça y est, c'est bientôt fini. Puisque l'énergie est son milieu, utiliser ces courants d'énergie qui existent dans l'univers pour se propulser ne pose aucun problème pour le corps d'énergie. Tout ce qu'il doit faire est de les isoler, et voilà déjà qu'il les chevauche. Il cessa de parler et sembla indécis. Putain, mais c'est fou les synchronicités, parce que là, je suis en train d'enregistrer un conte de rêve où je raconte des rêves que j'ai faits, et il y a trop de passages là qui me font penser à ce qu'il est en train de dire, c'est juste fou. C'est une semaine axée sur l'art de rêver, voilà, sans que je le sache. Il cessa de parler et sembla indécis, comme s'il voulait ajouter quelque chose, mais n'en était pas certain. Il eut un sourire, et juste au moment où j'allais lui poser une question, il enchaîna. Je t'ai déjà mentionné il y a quelque temps que dans leurs rêves, les sorciers isolaient les éclaireurs des autres royaumes. Ce sont leurs corps d'énergie qui accomplissent cela. Ils reconnaissent l'énergie et se précipitent dessus. Mais il n'est pas souhaitable que les rêveurs se complaisent à chercher les éclaireurs. Vu la facilité avec laquelle cette recherche peut nous détourner de notre but, j'étais peu disposé à te le dire. Rapidement, Don Juan sauta à un autre sujet. Il ébaucha soigneusement un ensemble complet de pratiques. À cette époque, je pensais qu'à un certain niveau, il m'était entièrement incompréhensible, et cependant, à un autre, il s'avérait parfaitement logique et saisissable. Il répéta qu'atteindre avec un contrôle absolu la première porte de rêver est une voie d'accès au corps d'énergie, mais que conserver ce gain dépendait uniquement de l'énergie personnelle de chacun. Les sorciers obtiennent cette énergie en redéployant d'une manière plus intelligente l'énergie qu'ils ont et utilisent pour percevoir le monde du quotidien. Lorsque je priai Don Juan d'être plus explicite, il ajouta que nous possédons tous une quantité déterminée d'énergie fondamentale. Cette quantité est toute l'énergie qui est à notre disposition. Nous en faisons usage pour percevoir et pour traiter avec notre monde accapareur. À plusieurs reprises et avec insistance, il répéta que pour nous, il n'y a pas d'autre énergie disponible et que puisque notre disponibilité d'énergie est déjà prise, il n'en reste pas une seule miette en nous pour permettre une perception extraordinaire, tel le fait de rêver. Que nous faut-il donc faire? Demandai-je. Il nous reste à grappiller de l'énergie pour nous-mêmes ou que nous puissions la trouver, répliqua-t-il. Don Juan expliqua que les sorciers ont une méthode pour grappiller. Intelligemment, ils redéploient leur énergie en élaguant tout ce qu'ils considèrent superflu dans leur vie. Ils nomment cette méthode la voie du sorcier. La voie du sorcier étant essentiellement, ainsi que Don Juan l'a défini, un enchaînement de choix, de comportements dans nos démêlés avec le monde, des choix bien plus intelligents que ceux que nous ont appris nos géniteurs. Les choix du sorcier sont conçus pour remanier nos vies, en modifiant nos réactions fondamentales concernant le fait de vivre. Quelles sont ces réactions fondamentales? Il y a 2 façons de faire face au fait d'être en vie. L'une est de capituler devant elle, soit en cédant à ses demandes, soit en combattant ses demandes. L'autre est de façonner notre situation de vie particulière afin de se conformer à notre propre constitution. Don Juan, peut-on vraiment façonner notre situation de vie?
La situation de vie particulière de quelqu'un peut être façonnée afin de la conformer à ses propres caractéristiques. Putain, mais c'est un truc de fou, les synchronicités de ce livre, en fait. C'est trop ouf. Insista-t-il. Les rêveurs le font. C'est un truc de fou, en fait. C'est un truc de fou. J'ai des synchronicités de ouf dans le rêve que je vais raconter dans mon prochain conte de rêve. C'est juste ouf. Les rêveurs le font, une déclaration insensée. Pas vraiment, considère le peu que nous savons de nous-mêmes. Mais c'est marrant parce que, tout comme dans le yoga du rêve, pourtant on est complètement sur deux cultures très différentes, mais ça parle quand même d'être conscient et lucide en rêve en transformant d'abord sa vie, quoi. Dans le yoga du rêve, c'est en supprimant les empreintes karmiques, en prenant conscience qu'on est constamment en réaction face à l'extérieur, en cessant de réagir, du coup, en reprenant ce contrôle-là, en fait, finalement, sur nous-mêmes, pour plus être des robots. Et là, en fait, c'est ça aussi, c'est que alors, je sais pas si c'est là où ils vont en venir, mais c'est le fait de moins mettre d'énergie dans toutes les choses de la vie qui nous accaparent, donc quelque part de devenir un petit peu plus minimaliste, et donc de reprendre le contrôle de sa vie, quoi. Je sais plus où j'en étais, c'est bientôt fini. Il ajouta que ce qui l'intéressait en sa position de maître était d'arriver à m'impliquer à fond dans les thèmes de la vie et du fait de vivre. C'est-à-dire de m'engager pleinement à saisir la différence entre la vie, conséquence de force biologique, et l'acte de vivre. J'ai eu trop peur, le bouton s'est éteint tout seul. Alors, c'est terminé, de toute façon, il ne reste plus qu'une page, je ne sais pas si j'aurai le temps. Lorsque les sorciers parlent de façonner leur propre situation de vie, ils signifient façonner leur conscience de vivre. En façonnant cette conscience, nous pouvons acquérir assez d'énergie pour atteindre et maintenir le corps d'énergie, et avec lui, nous pouvons assurément façonner l'intégralité de la direction et des conséquences de notre vie. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon... ok, après c'est des mises en garde. Ok, bon, pire, je reprendrai s'il y a vraiment un élément intéressant. Bon, bah voilà pour... c'était le deuxième chapitre de l'art de rêver. J'ai vraiment sauté le premier chapitre parce que c'était beaucoup très... Enfin, il posait un peu les bases, mais bon, c'était pas forcément très intéressant. Ça va être un livre, je pense, un peu compliqué où il faut s'impliquer dans la lecture, clairement. Mais ça a l'air d'être très, très intéressant. Et ouais, c'est très intéressant. J'adore avoir plusieurs points de vue sur le fait d'être conscient dans le sommeil et en rêve. Et là, récemment, j'étais sur le yoga du rêve. Et là, c'est du chamanisme d'Amazonie, quoi. Donc, en fait, c'est hyper intéressant, quoi. Bref. Ok. Bon, bah, je te lirai la suite la semaine prochaine. Sur ce, je vais dormir parce que je suis très, très fatiguée.